Bonjour et bienvenue pour le chapitre 5 de d'Herborance de Charles-Ferdinand Ramu. La montagne s'est écroulée, nous sommes le 23 juin au petit matin et un personnage nommé Maurice Nada va apparaître et va découvrir des choses. Le premier. Il n'y a eu que Maurice Nada qui ait deviné ce qui se passait. C'était un boiteux qui marchait avec une canne. C'est le messager boiteux des légendes que Maurice Nada. Il s'était cassé la cuisse autrefois en abattant du bois dans la forêt, la cuisse gauche. Et comme elle avait été mal ressoudée, elle faisait angle avec elle-même, de sorte qu'elle était plus courte que l'autre. À chaque pas, il tombe de côté. Il s'est avancé encore un peu dans la ruelle pendant que les fenêtres se fermaient et les portes faisaient du bruit en retombant. Puis, s'étant placé en retrait derrière l'angle d'un fenil, voilà qu'il appelle tout bas. « Hé, Justin !» C'était un de ses voisins, un jeune homme de 15 ou 16 ans, qui n'était pas encore rentré chez lui. « Tu as sommeil ?» lui a dit Nada. « Non, eh bien, va passer une veste et viens avec moi. » « Où est-ce que vous allez ? Tu verras. » Justin avait été mettre une veste. Quant à Nada, on a vu qu'il était déjà prêt à partir, son chapeau sur la tête, un bâton à la main. « Tu n'as parlé de rien à personne ? Bon, ça va bien. Il faut les laisser dormir tranquilles. Encore un moment. On est encore dans la nuit. Ils sont encore tranquilles, mais ce messager boiteux annonce une mauvaise nouvelle. On ne sait pas trop d'ailleurs, en lisant ce début, ce qui s'est déjà passé. Maurice Nada a deviné ce qui se passait avant, pendant, après. On entend le bruit qu'il fait avec son bâton sur les pierres, donc on est dans le silence, on n'est pas dans le fracas de l'éboulement. On a entendu à nouveau ce passage du passé au présent, on a entendu. Tout d'un coup, on revient en arrière. On a entendu le bruit qu'il a fait avec sa mauvaise jambe qui cogne plus fort que l'autre quand il appuie dessus. Dès qu'on est sorti du village, le chemin qui mène à d'Herborance commence à monter. On nous avait déjà décrit ce chemin auparavant. Aujourd'hui, et là on est à l'époque de l'éboulement. Le chemin qui mène à d'Herborance commence à monter, prenant de flanc la côte où il y a de petits bancs de roches superposées, entre lesquelles ne poussent guère que quelques buissons épineux et des pins rabougris au tronc rouge. De jour, on voit très bien la ligne en oblique qu'il fait là, elle est droite comme si on l'avait tracée à la règle. On la suit de l'œil dans toute sa longueur jusqu'à une coupure dans les rochers, 200 mètres plus haut, où elle disparaît tout à coup. Mais à cette heure, et comme la lune venait de se cacher, c'est tout juste si on distinguait les inégalités de sa surface qui étaient grandes et assez gênantes, car les deux hommes n'avaient point de lanterne. Ces deux hommes qui marchent dans la nuit vers des lieux hostiles. Il y a des pierres rondes qui fuient sous la semelle. Il y a des feuilles de schiste qui basculent. Il y a... Qu'est-ce que c'est ? On essaye de deviner ce terme, de deviner dès le départ de ce chapitre. Maurice Nada est celui qui a deviné. Il perçoit quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a des feuilles de schiste qui basculent. Il y a des cailloux qui font saillie et où bute la pointe du pied. C'est pourquoi ils allaient lentement. Et c'est pourquoi Nada allait le premier, ayant en outre sa mauvaise jambe à faire obéir, ce qui n'était pas toujours facile. Nada ne disait rien. On le voyait vaguement penché de côté, se redresser, penché de côté, tandis que sa main droite prenait appui sur le bec de sa canne. On voit ce mouvement de
balancier, ce mouvement qui n'est pas droit, qui là aussi donne une ambiance un peu boiteuse, justement c'est le cas de le dire, à ce moment-là. On l'entendait souffler parce qu'il avait de la peine. De temps en temps, il s'arrêtait un moment sans se retourner, et Justin faisait halte à son tour. Ayant seulement devant lui, dans l'ombre, une espèce d'ombre plus noire qui était sans tête, parce que Nada la tenait penchée en avant. On a cette tête penchée en avant, on avait déjà la tête penchée en avant avec Thérèse dans le chapitre précédent. Les êtres humains se baissent face à l'hostilité de la montagne, mais dans un petit peu de blond, c'était mélangé à l'air. Non, mais un petit peu, j'ai rajouté un don qui n'est pas du tout à sa place ici, mais un petit peu de blanc s'était mélangé à l'air, comme quand, dans un pot de couleur sombre, on laisse tomber un peu de couleur claire en remuant. Toujours ces comparaisons à des moments familiers du travail ordinaire. Ils approchaient du bout de la ligne droite que le chemin faisait sur la pente, et ensuite il n'y avait plus de chemin. À ce moment, l'air qui était noir, le noir et le blanc, les couleurs qui sont un des leitmotifs de ce livre. Mais l'air qui était noir, comment l'air peut-il être noir? C'est une manière de nous décrire une nuit plus nocturne que la nuit encore. À ce moment, l'air qui était noir avait commencé à devenir gris. Ah, quelque chose. C'est clair, ce gris devenant lui-même de plus en plus transparent et léger autour d'eux, où les choses reprenaient peu à peu leur couleur. Les pins sont devenus verts, leurs troncs rouges. Les fleurs étaient blanches et roses aux branches de l'églantier. Il faisait jour, il allait faire grand jour. Il y a quelque chose qui fait que ce jour s'est levé très très rapidement. On était dans une nuit extrêmement noire, dans un air noir, et tout d'un coup il fait grand jour, tout d'un coup. Il allait faire grand jour. On pouvait de nouveau utiliser ses yeux. On regarde. On a vu l'importance du regard tout au long de ce texte aussi, du on regarde. Qu'est-ce qu'on voit? On était la nuit, on est le jour maintenant. On regarde, on a vu que des rochers se dressaient devant vous, barrant le chemin. Mais on a vu aussi qu'il y avait dans ces rochers une entaillure. Maurice Nada brusquement s'était arrêté. Il écoute. Là on a vraiment toujours ce va-et-vient des temps, très frappant. Maurice Nada brusquement s'était arrêté, et nous on arrête le récit. Et on a comme une photo, ou un arrêt sur image, ou un moment où on est là, il écoute. Chut, taisez-vous. On a l'impression que ça nous dit ça. Il dit à Justin, tu entends? Il s'est penché sur le vide. Justin, qui l'a rejoint, se penche de même que lui. Toujours ce moment où on se penche vers le bas, vers la plaine. La montagne est en haut, elle s'est écroulée, quelque chose tombe, quelque chose de vertical qui vient d'en haut et qui pousse vers en bas. Il s'est penché sur le vide. Justin, qui l'a rejoint, se penche de même que lui. Et ce qu'on entendait, c'est qu'on n'entendait rien. C'est-à-dire plus rien. Le silence à nouveau. On entend qu'on n'entend rien, plus rien, alors qu'on devrait entendre quelque chose. La voix rauque qui parle là, c'est-à-dire à 500 mètres au-dessous de vous, on est penché vraiment sur le vide, face à l'abîme ici. Au fond de la gorge, c'était tu. On était, du moins, où était. Cette fois, il n'y a pas un on, il n'y a pas que des on, il y a d'autres termes quand même. Où était du moins en train de se taire, étant déjà pleine de faiblesse et coupée de silence, comme quand on serre quelqu'un à la gorge et il crie de moins en moins, fort, de moins en moins. Là, tout d'un coup, la métaphore du meurtre, véritablement, quelque chose meurt. La nature meurt.
cette étroite fissure qu'il y a là, ce coup de sabre qui a été donné en travers de la montagne. Il y a quelque chose de quasiment divin. Un Dieu a donné un coup de sabre à travers la montagne. Il a puni les hommes, peut-être. Ces croyances-là sont jamais très loin chez Ramu. L'eau longtemps a scié la roche de haut en bas, comme quand les scieurs de long font monter et descendre leurs lames dentelées dans un tronc de chêne, l'un debout dessus, l'autre dessous. Voilà, le travail de l'eau qui est le même que le travail des hommes. Travail de sape, de destruction. Et c'est ainsi ouvert au cours des âges, quel patient et minutieux travail, un étroit canal aux parois verticales, qui se touche presque par places ou surplombe, au fond duquel elle coule elle-même, n'étant plus vue, mais faisant entendre d'ordinaire une espèce de long soupir continuel, qui monte en s'amplifiant d'écho en écho. Or, voilà que le bruit de l'eau ne s'entendait plus. Et Ninda écoute. Et Ninda a dit « C'est bien ce que je pensais. » « La lizerne ?» a dit Justin. « Oui. Alors quoi, elle est bouchée ?» Ninda hoche la tête. Il se redresse. Et comme le jour continuait à grandir, on a pu voir que le chemin n'était pas interrompu, mais qu'il prenait brusquement de côté derrière la coupure, s'engageant à angle droit dans la gorge qui remontait. Il allait maintenant presque à plat au flanc des rochers. On le voyait s'allonger devant soi sur un assez grand espace, allant parallèlement au torrent. Il traversait à un moment donné les éboulis, puis il y avait un tournant où il cessait d'être vu. Et Ninda, ayant encore hoché la tête, s'était remis en route. Il a poussé jusqu'à ce tournant, d'où la vue s'étend librement au loin vers le nord. Alors, il montre quelque chose qui est là-bas, qui est dans les airs, quelque chose qui vient d'apparaître au-dessus d'une dernière croupe boisée. Quelque chose de jaunâtre. Nouvelle couleur, mais couleur beaucoup moins nette que les couleurs du jour qui viennent d'apparaître. Quelque chose de jaunâtre, quelque chose qui brille dans la lumière du matin. Quelque chose de plat comme une planche de sapin dont le bout dépassait déjà les sommets environnants. Tu vois ? Justin fait signe que oui. Tu sais ce que c'est ? Justin dit que non. Tu crois que c'est de la vapeur, hein ? Ou de la fumée ? Ou que c'est le brouillard qui se lève ? Regarde bien. Parce que la fumée frise ou quoi ? Et le brouillard, c'est en copeaux, comme quand le menuisier pousse son rabot sur la planche. On avait déjà les scieurs avant, cette fois on a le menuisier, le travail de la nature comme le travail des hommes. Et là encore, on pousse le rabot, les copeaux, on détruit le bois pour construire autre chose. Non, tu vois, ça monte tout droit, c'est lisse. Tu ne devines pas. Justin n'a pas eu le temps de dire s'il avait deviné ou non. On venait sur le chemin. Des pierres se sont mises à rouler sans qu'ils eussent encore vu personne. Puis, ils voient. Ces verbes de perception, voir, ou entendre, ou regarder, sont au présent. Parce que justement, c'est le moment où le lecteur perçoit aussi, et où cette nature qui vient de changer est présente, véritablement présente, et ça n'est pas du passé, elle est peut-être encore comme ça, cette nature-là, aujourd'hui alors que l'histoire est ancienne. C'était un jeune garçon de 14 ans environ, c'est-à-dire un peu plus jeune que Justin.
Il était brun et gris à cause d'une culotte qui s'arrêtait au-dessus des souliers et d'une chemise sale. Il courait, il faisait quelques pas en marchant, il se remettait à courir. Il venait droit sur les deux hommes, il ne semblait même pas les avoir aperçus. Mais eux, ils l'avaient vu, et ils ont vu aussi qu'il devait avoir un trou à la tête ou une blessure dans les cheveux, d'où le sang avait coulé sur sa joue et avait séché sur sa joue, s'y mélangeant avec ses larmes, car il pleurait. Puis il cessait de pleurer, puis un gros sanglot de nouveau lui venait dans la poitrine, et il se mettait à courir plus vite en le ravalant. « Tu le connais ?»« Oui, dit Justin, c'est Donnelois de Premier. Il s'appelle Dzosé. Il doit venir de Zamperon. » Ce Dzosé, on l'a déjà croisé, je crois, dans le chapitre précédent, ou même encore avant. Et Dzosé, oui, on l'a vu au moment de la catastrophe. Un autre annonciateur de malheur qui lui vient de l'endroit où les choses se sont passées, ou plus près encore de l'endroit où la montagne s'est écroulée. Alors, Ninda ouvre les bras tout grands, lui barrant le chemin. Mais est-ce que l'autre s'est seulement douté de la présence de Ninda, ayant les yeux bouchés par les larmes? Il venait, il ne s'arrête pas. Il arrive droit sur Ninda. Et Justin, dans sa surprise, n'avait même pas fait un geste, tandis que Ninda s'écarte, ayant peur d'être bousculé à cause de la pique qui commençait tout au bord du chemin. L'un d'eux arrachait au bord du chemin une touffe d'herbe, et se penchant sur le blessé avec des gestes maladroits, il essuyait l'écume qui lui sortait au coin des lèvres, lui faisant une barbe rose dans la barbe qu'il avait, une barbe rose pleine de bulles, comme quand, avec une pipe, on souffle dans de l'eau de savon. Encore une image savoureuse du quotidien. Il y avait déjà la lessive dans un autre chapitre, et tout d'un coup, on a besoin toujours de comparer ces étranges phénomènes à quelque chose qui rassure peut-être. L'homme se laissait faire. Il ne disait rien, il ne bougeait pas. Il regardait en l'air avec des yeux vides, vaporeux. Il avait les yeux grands ouverts, mais il était gris, ils étaient gris, c'est les yeux, mais ils étaient gris comme si leur regard s'était tourné en dedans. Que s'est-il passé pour que ce regard devienne si gris et tourné en dedans? Il avait une barbe rose à nouveau, cette couleur rose étrange pour une barbe, par-dessus sa courte barbe noire. Il avait, toujours cette description avec une simplicité dans le choix des verbes, il avait, on avait des il y a, là on est au passé à nouveau, il avait une large figure qui avait été brune, toute réjouie d'un beau sang, tout animée par le grand air, qui était à présent grise et verte, comme une pierre qui a roulé dans la mousse, qui s'y est usée puis polie, car la peau poussiéreuse alors ailleurs était brillante aux places où elle était soulevée par l'os. Étrange couleur, hein. Ces personnages sont quasiment inhumains, on se demande, mais qu'est-ce qui leur donne ces teintes tout à fait inhabituelles? Et tout à coup, le souffle de Barthélemy, tiens, Barthélemy, on le connaît lui, Barthélemy, se faisait plus court, plus précipité, poussant dehors une nouvelle hauteur et épaisseur d'écume. C'est qu'il avait la poitrine écrasée. Et on le descendait vite au village pour essayer de le sauver. Les hommes l'ayant posé sur le chemin, l'appelaient en secouant la tête, sous le ciel étroit, dans la gorge qui reste sombre même par le plus beau soleil. Il disait « Barthélemy, est-ce que tu veux boire ?» L'un d'eux ayant dans sa poche un verre de corne qu'il a rempli à un filet d'eau qui coulait au bord du chemin. Puis il se penche, mais l'eau
s'est écoulé sur le menton de Barthélemy, l'eau s'est répandue autour de sa bouche qui ne comprend plus, qui se refuse, qui dit non. Ils étaient repartis. Ils ont aperçu Nanda qui venait à leur rencontre. Lui avait continué à s'avancer dans la gorge avec sa mauvaise jambe et sa canne, ayant fait ainsi une partie du chemin. Eux avaient fait l'autre partie. Les deux hommes, qui ne portaient rien, avaient alors pris les devants. Nanda leur a dit « C'est la montagne ?» Les deux hommes hochent la tête. À nouveau cet arrêt sur image, au présent, les deux hommes hochent la tête. On n'a pas besoin d'en dire plus. Nanda a dit « Moi j'ai compris, cette nuit. » Et puis, a-t-il dit, montrant la civière, « C'est tout ce qui reste. » Les deux hommes hochent la tête. Encore une fois, les deux hommes hochent la tête, exactement la même phrase qu'avant. Ils ne parlent plus, ces hommes-là. Ils sont revenus d'un monde où la parole n'a plus de sens. De tous ceux qui étaient montés, ils ont dit oui. Et à Zamperon, il y en a un qui a le bras cassé. Il va venir dans un moment, parce qu'on lui fait un bandage. Nanda ôte son chapeau et se signe. Les deux autres ont fait comme lui. Moment sacré, tout d'un coup. La mort est là. Puis ils ont dit, et en bas, est-ce qu'ils savent? Non, ils ont cru que c'était un orage. Ah, ils ne savent pas. Oh, à présent, a dit Nanda, ils doivent savoir, parce qu'il y a un petit de chez vous qui a passé, il y a un moment, et moi, j'ai envoyé Justin les prévenir. Ceux de la civière approchaient. Nanda a dit, qui est-ce? On lui a dit, Barthélemy. Ah, a dit Nanda, Barthélemy. Il avait son chapeau à la main, il s'avance. Barthélemy, Barthélemy, c'est moi, Maurice Nanda. Tu m'entends? Dis, hé, Barthélemy. Et c'est la fin du chapitre. Barthélemy, que nous dira-t-il? Qui est Barthélemy, le blessé? Et qu'adviendra-t-il? Et qu'est-il advenu des autres? Eh bien, on le verra dans le chapitre 6, puisque c'était la fin du chapitre 5, fin brutale, fin qui se termine par une question. Tu m'entends? Dit le début d'un possible dialogue et d'informations plus précises sur ce qui s'est passé. Alors, nous allons nous arrêter là avant de passer au chapitre 6 où il sera à nouveau question de Philomène et de Thérèse, les femmes qui attendent au village, qui doivent être de plus en plus anxieuses. Terborance de Ramu. Au revoir et à bientôt.